Je trouve que c'est hyper beau de voir beaucoup de femmes d'âges différents se connecter avec des histoires différentes, des origines différentes et qui se jettent tout ensemble à l'eau. Earthship Sisters, le OFF, accélérateur de leadership environnemental par les femmes. Alexandra, j'ai 26 ans et je suis Gémeaux ascendant Scorpion. J'ai 41 ans. Moi, c'est Aurélie, j'ai 48 ans. Je m'appelle Lorraine, j'ai 24 ans. 17 femmes qui partagent l'envie d'agir concrètement au service de l'environnement s'engagent pour 1 an d'aventure collective. On démarre toute une aventure forte, aussi bien au niveau de nos projets qui sont ambitieux, mais puis de se retrouver tout un groupe. 1 an pour apprendre à nous connaître, larguer les amarres, nous aligner sur notre cap, prendre la barre de nos projets, hisser les voiles et inspirer le changement au travers de 15 jours de navigation en mer. Ce podcast vous racontera notre aventure vécue de l'intérieur, avec authenticité et humour. Bienvenue dans les coulisses des Sisters. Épisode 3, comment garder son cap dans le brouillard. Le cap, il est toujours là. Et le brouillard, tu l'as ou pas ? Oui, le brouillard est là aussi. Ce que nous apprend la mer, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'obstacles insurmontables, mais que par contre, il faut essayer d'arriver à y penser. Et le plus possible, en se projetant, c'est est-ce que je suis prête là à faire ce qui va marcher ? Aude Château est skipper. Je l'ai rencontrée à l'occasion d'une régate organisée par Earthship Sisters fin mai. Nous sommes sur les îles du Frioul, en face de Marseille. Dans cet épisode, elle nous explique comment se préparer à affronter des tempêtes en mer, comme dans nos projets. Vous allez aussi entendre les voix de mes sisters, Claire, Alban venue avec son bébé Santiago, mais aussi Alexandra, Lorraine, Corinne et Prisca. Et puis celle de Simon Bernard, rencontré également pendant la régate, parrain d'Earthship Sisters et cofondateur de Plastic Odyssey. Il nous raconte ses tempêtes et nous donne de précieux conseils pour réussir à les traverser et continuer à y croire. Belle écoute. Toi, du coup, Alban, le fait d'entreprendre en étant une jeune maman, on entend Santiago qui gazouille, du coup, est-ce que ça t'aide à trouver ton cap et à le garder, ou est-ce que c'est pour toi, ça apporte une difficulté, ou enfin voilà, comment tu vis ça, parce que c'est pas évident. Alors actuellement, ce serait plutôt une difficulté parce qu'il faut que je m'adapte à un nouveau rythme. Là, il faut que je repense toute ma logistique quotidienne et les quelques instants ou quelques moments que j'ai disponibles. Mentalement, je suis pas disponible. Même si je suis en train de buter, le fait de vous avoir enfin rencontré et d'avoir trouvé ma tribu, c'est chouette. C'est ce que je suis en train de me poser, quoi. Ouais. Et justement, si je reste sur cette pensée-là, ce positivisme-là au fond de moi, j'arriverai effectivement à avoir l'endurance que j'ai intrinsèquement et d'aller au bout de mon projet. Ouais. Quand on est sur un bateau en plein milieu de l'océan, si le moteur tombe en panne, on peut pas baisser les bras et attendre le service après-vente, attendre que quelqu'un vienne nous dépanner. Et on n'a pas le choix, il faut continuer, il faut réparer, il faut trouver des solutions même si on n'a pas. Et je pense que c'est pareil dans un projet, c'est que si tu veux vraiment réussir à mener à bien un projet, il faut être super têtu et il faut rien lâcher, quoi. Ça me fait penser à une sisters qui a découvert un concurrent alors qu'elle pensait être seule sur le marché. Et je sais pas, elle était là, ça va être ok, on va trouver des solutions et au début, voilà. c'était terrible, c'était une vraie tempête, là pour le coup. C'était un peu dévastateur. Bah oui. Mais en fait, on peut pas se débattre. Enfin, c'est pas comme ça que tu trouves des solutions. Moi, mon cap, il prend forme vraiment. Mais le chemin pour y arriver, il n'est pas pour autant plus confortable. Comme ce programme, il vient réinterroger aussi des choses plus personnelles, et en fait, tout ça, ça fait comme une espèce d'impression d'aller-retour, de haut, de bas, donc c'est vrai que oui, le cap est là, mais on passe par une mer mouvementée.
Aude, tu es skipper. Ce matin, tu as participé avec nous aussi à cette régate, cette matinée navigation. Comment on fait pour garder son cap quand on est dans le brouillard, quand on traverse des moments difficiles? Est-ce que toi, tu as quelque chose qui pourrait nous être utile? Alors déjà, la première chose, c'est de ne pas tomber dans le stress et la panique et multitude de gestes ou de pensées qui finalement sont néfastes. Et ça peut paraître paradoxal, mais la première chose à faire, c'est peut-être se poser et pouvoir prendre le temps d'analyser, parce que quand on est face à une situation, notamment de stress, il faut savoir transformer ce stress-là en quelque chose de constructif et qui va nous permettre justement d'avancer. On a deux manières d'interpréter le stress et d'en faire, c'est soit de se laisser submerger, soit au contraire d'en faire une force. Et pour en faire une force, il faut savoir en faire un allié. Et un allié, c'est justement dire voilà, j'ai telle situation, j'ai telle solution ou outil plus exactement à m'apporter, et comment je peux faire qu'avec ces outils-là, je vais arriver à m'en sortir. Si par exemple on a en mer un énorme coup de vent qu'on n'a pas vu venir, ou au contraire qu'on a vu venir, on dit bon, là, de toute façon, je peux pas faire marche en arrière. Je suis au milieu de la mer et le vent arrive et les nuages et la tempête m'arrivent dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour que ça se passe le mieux possible, sachant que si je fais rien, ça peut très mal se passer. Beaucoup d'anticipation. Et puis après, de mettre en place les choses calmement et s'entourer, notamment quand on commence, de sachants. Parce que ça, c'est un gain de temps, mais phénoménal. Parce que et un sachant, mais pas quelqu'un qui fait à la place. Parce que on a vite fait de se reposer et de devenir un robot. C'est-à-dire, on appuie sur un bouton. Va à l'avant, choque ci, fais ça. Mais finalement, ça, c'est pas constructif. On n'apprend jamais, parce que le jour où on se retrouve tout seul, là, il n'y a plus personne. Par contre, avoir quelqu'un qui, sans s'investir trop, sans prendre trop de place, nous guide et nous laisse faire et évite, pour le coup, les situations de catastrophe. Ça, c'est vraiment un plus. Oui, tout à fait. En fait, moi, ça me fait penser à ce matin où j'ai trouvé que, justement... c'était ça, en fait. Ing, elle était notre skipper et à un moment, elle nous a laissé faire, elle nous a expliqué comment ça marchait, etc. Mais elle nous a dit, c'est à vous d'apprendre. Et on a fait des erreurs, on s'est retrouvés face au vent, on n'a pas... Mais en fait, on sentait qu'on pouvait lui faire confiance, qu'on était en sécurité, mais elle voulait qu'on apprenne, nous, quoi. En faisant nos erreurs, on apprend aussi. Et en plus, ça, c'est le miracle de la voile, c'est que immédiatement, ça crée, très vite, des super relations entre les gens. Seul, on peut rien. Par contre, dès que chacun a sa place, son rôle et fait attention aux autres, il faut toujours faire attention aux autres. Là, il y a des vraies plus-values, quoi. Que tu dis, effectivement, il faut faire attention aux autres, mais il y a quand même aussi de ne pas prendre la place de l'autre, faire confiance aussi à l'autre pour faire son travail et ne pas, tu vois, dire à chacun ce qu'il doit faire et vraiment garder sa place, quoi. Il y a ça aussi comme leçon. Oui, c'est la bienveillance. En fait, il y a une vraie différence entre je viens pour t'aider et je viens pour faire à ta place et t'évincer, finalement. Quand on aide, on progresse. Quand on évince, on exclut. S'occuper de son poste, ça ne veut pas dire ne pas regarder les autres. Ça veut dire faire en fonction des autres. Et plus on a confiance les uns en les autres, plus ça fonctionne, mieux ça fonctionne. Et après, en plus, c'est hyper valorisant. Et en plus, c'est comme ça qu'on fait des podiums. Donc. Écoute, merci beaucoup. C'était hyper riche, merci. Je vais vers mon cap, mais j'ai aussi l'impression que j'ai un cap dans mon projet personnel, mais que nous toutes, avec le projet Earthship Sisters, on est en train de construire un projet. On est déjà dans un projet. On sent qu'il y a toujours une prise de relais, qu'il y a
un soutien, le fait on s'autorise à avoir ces moments de sincérité, d'émotion, et que dans le monde entre guillemets dans lequel on vit généralement est une marque de faiblesse, mais qui fait partie de nous, et de l'exprimer et de l'assumer, et de trouver ensemble du coup ces forces complémentaires, et cette énergie fait qu'en fait il y en a pas un qui est laissé à l'abandon. La tribu, elle veille sur l'ensemble, et après chacune sa temporalité, chacune il y a un peu de brouillard, mais il y a un cap général, ça donne de l'assurance, et puis on est là pour s'aider à avoir confiance en nous. On crée un truc, on sait pas ce que c'est, enfin il n'y a pas vraiment de lien, mais on crée une sororité, on crée un truc, on est déjà en train de créer un truc. Et quand je m'imagine en train de pitcher mon projet et de dire je vais donner la parole aux jeunes et je vais les accompagner et je vais les aider, j'ai une émotion qui me vient parce que je vois en même temps la personne que je suis qui n'a pas été écoutée et qui n'a pas été soutenue, qui n'a pas été accompagnée, qui n'a pas été choyée, voilà, donc tous les témoignages de gens, et là on est en plein dedans parce qu'on est entre sisters et on n'arrête pas de se soutenir, de se témoigner, ça me met aussi de la même manière dans une tempête d'émotions où je me dis mais oui, en fait on peut être soutenu, on peut être choyé, on peut être accompagné, et c'est pas dangereux quoi. Et au contraire, non seulement c'est pas dangereux, mais en plus c'est super aidant. Et j'y ai droit. J'avais pas envie d'être toute seule dans mon coin à monter mon petit business, et humblement j'apprends de vous toutes, je me nourris de vous toutes. Dès qu'il y a un petit coup de mou, on s'appelle, on s'entraide. Enfin voilà, j'avais besoin de ça. Moi, j'adore. Je suis quelqu'un qui est très indépendante et autonome, mais j'aime aussi beaucoup travailler en équipe. J'aime avancer avec les autres, aider les autres à avancer aussi, écouter, apprendre. Et ce leadership qu'on est en train de toutes, parce qu'on l'a toutes, ce leadership à notre niveau à nous, mais on est en train de le nourrir, le faire grandir, et toutes ces expériences de faire parler le corps, de chanter ensemble, on sent une force incroyable qui se décuple. On a chacune d'entre nous une femme, une force ventrale là, qui demande qu'à s'épanouir, quoi. C'est au tour de Simon de nous livrer son expérience, ses tempêtes et ses ressentis. Simon Bernard a eu l'idée de créer son projet, il y a 5 ans, lors d'une expédition organisée par Nomades des Mers sur les low-tech. Il découvre à Dakar à la fois l'ingéniosité des locaux pour recycler les canettes, le bois, le métal, mais l'absence de savoir-faire sur le recyclage des déchets plastiques qui se retrouvent sur les côtes et dans la mer. À son retour en France, il abandonne sa carrière d'officier de la marine marchande pour se consacrer à son nouveau projet. Plastic Odyssey est né. Son but ? Organiser une grande expédition en Afrique, Asie et Amérique du Sud pour apporter des solutions duplicables par les entrepreneurs locaux pour recycler des déchets plastiques en matériaux de construction ou alors en énergie. Ainsi, les déchets plastiques ne finiront plus dans la mer car ils auront de la valeur. Mais pour mener à bien son projet, il a dû affronter des tempêtes. On l'écoute. On a eu pas mal de tempêtes, c'est toujours pas fini, mais ça fait quasiment 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans que j'ai vraiment eu cette envie de faire ça. En avril 2016, je revenais de Dakar. Ensuite, il s'est passé quelques temps où on en parle autour de soi, on mûrit l'idée, et puis à un moment donné, on se lance vraiment. Et au début, je dirais que c'était plutôt facile parce qu'il n'y avait pas grand-chose. On n'avait pas une équipe, on avait très peu de responsabilités. Et puis c'est une idée qui plaisait bien, donc on arrivait à fédérer beaucoup de monde. On a commencé par faire un petit projet, parce qu'on s'est dit on va commencer petit pour montrer de quoi on est capable. Et donc ça n'a pas été simple, on a eu pas mal de problèmes, mais dans l'ensemble on a quand même eu beaucoup de chance et on a réussi à construire donc un petit bateau, à faire un tour de France avec. Donc ça a été un premier succès. Et les vrais ennuis ont commencé à partir du moment où on s'est attaqué à beaucoup plus gros, puisqu'on a acheté un bateau qui fait 40 mètres, qui est un vrai navire de commerce. Et c'est surtout ça qui nous a amené beaucoup de problèmes, notamment parce qu'on a découvert plein d'amiante à bord du bateau. Ça, c'était pas du tout prévu. On avait même un certificat quand on a acheté le bateau qui disait qu'il n'y avait pas d'amiante.
Et donc ça a vraiment été la très très grosse difficulté qu'on a eu, parce qu'on a dû désamianter intégralement le bateau et le reconstruire intégralement. En plus de ça, on a eu le Covid qui a vraiment pas aidé, parce que forcément on avait besoin de masques pour rentrer à bord et pouvoir faire les travaux, et c'est tombé pile au moment de la pénurie de masques. Donc ça a encore complexifié, et pour ajouter à tout ça, il faut trouver du budget pour un projet comme ça. On n'avait pas bouclé le budget, donc il a fallu aller chercher les derniers euros. C'est toujours pas fini, mais dans une période où tout était gelé, parce que grosse incertitude, et donc on ne sait pas où on va, et les entreprises ne se lancent pas dans des projets comme ça. Donc ça a été vraiment une période, l'hiver du projet, on peut dire, vraiment. J'espère que maintenant on va vers des jours meilleurs. Ouais. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui t'a permis justement de traverser ça, on va dire, sans que ça remette complètement en cause ton projet, ou sans que ton cap change? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dépassé ces difficultés-là? Je crois que c'est vraiment l'équipe. C'est sûr que si j'avais été tout seul, j'aurais peut-être pas eu la même motivation, ou j'aurais eu tendance à baisser les bras par moment. Et là, le fait d'être plusieurs, d'avoir une équipe vraiment solide, quand il y en a un qui a pas le moral, les autres sont là pour lui remonter le moral, et on alterne comme ça, et on arrive finalement à être, on est un peu tous dans le même bateau, et c'est ça qui fait qu'on tient, je pense. Donc l'équipe, c'est vraiment important. Il faut bien s'entendre, il faut être sur les mêmes planètes, il faut vraiment être aligné, et c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. Il faut rien lâcher. Et justement, c'est intéressant, parce que je voulais te demander par rapport à ça, l'équipe, du coup, elle s'est constituée comment? Ce sont des amis, ce sont des gens que tu as rencontrés sur ton chemin en parlant de ton projet. Comment ça s'est fait? À la base, c'est Alexandre, qui est un copain de promo, avec qui j'avais fait pas mal de projets avant, et à qui j'ai parlé de cette idée un peu folle, et qui à la fin des études m'a dit qu'est-ce que tu dis si je te rejoins? Et donc c'est parti comme ça, on s'est retrouvés tous les deux à temps plein, et au bout de 2-3 mois, on a rencontré le troisième, Bob, qui lui était un copain de copain, et donc on s'est retrouvés comme ça. Entre-temps, en début, il y avait un quatrième. Ça a été aussi quand on parlait de tempête, ça a été aussi une grosse tempête. C'est que humainement aussi, un projet comme ça, c'est pas toujours évident, et il faut s'associer avec les bonnes personnes. Et là, pour le coup, ça l'a pas fait avec le quatrième, et ça a été compliqué aussi, parce que forcément on construit quand même au-delà de l'aspect professionnel, des liens d'amitié, et quand ça marche pas au niveau professionnel, tout peut être très compliqué. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir les bonnes personnes. Et vous êtes répartis les rôles facilement? Enfin, du coup, ça a été naturel? Vous étiez pas... Tu vois, c'est un point important ou pas, de savoir qui fait quoi et comment chacun prend sa place? Ça a été aussi pas facile, effectivement, parce que on avait à peu près les mêmes profils, et donc il y a eu par moments, quand le projet évolue, les besoins évoluent, et donc le rôle de chacun évolue aussi. Et effectivement, il y a des moments où ça se recoupe un peu, et ça, c'est là où il peut y avoir des problèmes. C'est que si jamais on se marche dessus, ça crée des tensions, ça crée des conflits, des problèmes d'ego, et c'est là où ça peut coincer. Donc c'est hyper important que chacun soit à sa place, que tout ça soit bien défini, clair, qu'il n'y ait pas de non-dit, et qu'on soit tous contents avec ce qu'on fait. Si tu devais résumer et donner un ou deux conseils éclairés de ton expérience, tu dirais quoi? Je pense qu'il y a un truc que j'ai appris, et je m'en rends compte un peu tous les jours, entre un projet qui fonctionne et un projet qui fonctionne pas. C'est pas une question d'idée, c'est pas une question de chance, c'est une question de persévérance. Si tu veux vraiment réussir à mener à bien un projet, il faut être super têtu, et il faut rien lâcher, quoi. Et ça, c'est la seule manière d'y arriver, parce que c'est toujours des galères. Il n'y a aucun projet qui se passe super bien sans imprévu. C'est toujours très compliqué, et il y a toujours plein d'incertitudes. Donc c'est le maître mot, ne rien lâcher. C'est sur ces mots, ne rien lâcher,
que se termine l'épisode 3 du podcast Sisters le Off. Merci à mon super ingénieur son Nathan Estieni et merci à toutes mes sisters qui me soutiennent au quotidien pour justement garder mon cap et croire en moi et en mes rêves malgré les tempêtes. Merci à Aude et Simon pour vos témoignages et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez envie de connaître la suite, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et si le cœur vous en dit, faites un commentaire. À bientôt pour un prochain épisode.